Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Notre abonnement est désormais disponible sur Apple Podcast. Abonnez-vous pour accéder à tous nos podcasts bonus déjà publiés et écouter instantanément nos épisodes réguliers avec plusieurs jours d'avance. Un grand merci à Louise Prudhomme et Léo Brèche qui sponsorisent le podcast. Nous remercions aussi Julie Archambault et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com. Et on commence. L'affaire Tam and Shud, qui prend aussi le nom de mystère de l'homme de Somerton, est sans aucun doute l'une des plus énigmatiques affaires criminelles du siècle dernier. Au matin du 1er décembre 1948, on découvrit en effet le corps sans vie d'un jeune homme sur la plage de Somerton, tout près d'Adélaïde, dans le sud de l'Australie. La victime, qui n'avait pas pu être identifiée, portait néanmoins des vêtements de très bonne facture et ne ressemblait donc en rien à un clochard ou à un SDF. En cherchant dans ses poches, la police avait trouvé cependant un bout de papier extrêmement intriguant, sur lequel figuraient ces deux mots « Tam Shud », tiré des célèbres quatrains du poète persan Omar Khayyam. Dans un contexte tendu du début de la guerre froide, la découverte de ce cadavre totalement inconnu et de ce message plus que bizarre ne tarda pas ainsi à susciter des soupçons d'espionnage. Alors installez-vous bien confortablement et tamisez les lumières, car dans ce podcast palpitant vous sera contée une des affaires les plus mystérieuses et les plus énigmatiques de l'histoire moderne. L'intrigante affaire de Tam and Shud débuta aux aurores du 1er décembre 1948 sur la belle plage de Somerton, à quelques encablures de la ville d'Adélaïde en Australie. L'hiver australien étant très doux, il n'était pas rare ainsi de croiser des gens qui se sont levés tôt pour venir se promener sur le sable blanc de la plage de Somerton et admirer le splendide spectacle de l'aube naissante. Mais ce matin-là, justement, le grandiose panorama allait laisser place à une vision macabre à vous glacer le sang dans les veines. Là-bas, près d'une digue, le corps d'un jeune homme très bien habillé gisait en effet étendu sur le sable dans une position on ne peut plus cadavérique. La police et les autorités compétentes arrivèrent très rapidement sur les lieux, et on commença par fouiller le corps sans vie du jeune homme inconnu qui gisait là. Ce dernier était élégamment vêtu, avec des vêtements de très bonne facture, mais qui ne comportaient aucune étiquette, comme si elles fussent toutes enlevées au préalable. Le mort n'avait aussi aucun portefeuille ou document relatif à son identité, mais il était rasé de près et avec des habits élégants. Il n'avait absolument pas l'air d'être un SDF ou un clochard de la rue. Il était en outre dans une parfaite forme physique, avec une taille étroite et des épaules larges, ainsi que des mollets bien musclés, ce qui prouvait à coup sûr qu'il avait dû être un sportif accompli de son vivant. La fouille minutieuse de la dépouille a aussi permis à la police de trouver une cigarette qui n'avait pas été allumée, cachée derrière l'oreille de la victime, ainsi qu'une autre juste à moitié consumée et trouvée dans le col droit de son manteau. Dans ses poches, on retrouva un paquet de cigarettes de la marque Army Club, mais qui contenait des cigarettes plus chères et plus luxueuses de la marque Encitas, ce qui n'était pas un détail aussi anodin que ça. En effet, les gens avaient tendance à faire exactement le contraire, en achetant des cigarettes peu onéreuses et en les mettant dans des boîtes métalliques ou dans des paquets de cigarettes de luxe. L'examen des poches du manteau de la victime révéla aussi une boîte d'allumettes à moitié vide, estampillée du logo Bryant & May, mais aussi un petit peigne américain en aluminium et un paquet ouvert de chewing-gum aux fruits. On retrouva également un ticket de train de seconde classe, allant jusqu'à Henley Beach depuis Adélaïde, mais qui n'avait pas été utilisé, ainsi qu'un ticket de bus de la ville. Mais contrairement à l'autre billet, celui-ci avait bel et bien été utilisé pour descendre à un arrêt de bus situé à environ 1100 mètres par rapport à l'endroit où l'on avait découvert le corps du pauvre homme. L'homme n'avait aucune somme d'argent dans ses poches, ce qui aurait pu laisser croire que son ou ses agresseurs présumés l'avaient attaqué et tué dans le seul but de le détrousser de ses biens. Mais l'absence de blessures ou de traces de combat sur le corps de la victime ou sur ses habits ne laissait pas vraiment trop de place à cette piste, qui fut d'ailleurs très vite complètement oubliée. Mais parmi tous les objets hétéroclites retrouvés dans les poches du malheureux défunt, un seul était intriguant au plus haut point. Il s'agissait d'un petit morceau de papier roulé sur lequel étaient imprimés les mots « Tam Shud ». On fit bien évidemment appel à des spécialistes afin de déchiffrer le sens de ces mots bien énigmatiques.
Ces derniers les identifièrent comme une phrase signifiant « terminé » ou « fini » en langue perse, une inscription qui figurait sur la dernière page des fameux quatrains d'Omar Khayyam, les Rubaiyat. Ce bout de papier bien curieux avait donc été arraché d'un vieux livre de poésie persane, et pour les enquêteurs, cela ne faisait que rendre cette énigme encore plus difficile à élucider. Car l'autopsie du corps de la victime n'avait strictement rien donné, et l'homme mort de la plage de Somerton n'avait pas encore été identifié. En fait, le rapport du médecin légiste n'avait fait que découvrir l'heure du décès, que l'on avait situé aux environs de 2 heures du matin, le 1er décembre 1948. Mais pour la cause de la mort, les coronaires n'avaient aucune certitude. Et bien que certaines hypothèses laissent penser à un empoisonnement, aucune trace d'un quelconque poison ne fut retrouvée dans ses entrailles ou dans son liquide sanguin. La victime n'avait d'ailleurs même pas encore été formellement identifiée, ce qui poussa les autorités australiennes à déclarer que cette affaire était un mystère sans équivalent, et que la cause de la mort ou l'identité de la victime ne serait probablement jamais élucidée. La police décida donc de se rabattre sur le seul élément qu'elle avait à sa disposition, la fameuse page arrachée du livre de poésie d'Omar Khayyam. Sachant que les mots « tamam shud » qui signifiait « terminé » ne voulaient strictement rien dire, les enquêteurs se mirent donc à la recherche du livre d'où fut arraché cet extrait, espérant pouvoir y retrouver un indice quelconque. Un cliché du morceau de papier fut alors diffusé au grand public. Et peu de temps après, un homme se présenta en déclarant avoir trouvé une version très rare de la première édition des Rubaiyat, une semaine ou deux avant la découverte du corps de Somerton. L'homme qui désira conserver l'anonymat avait découvert cet exemplaire sur la banquette arrière de sa voiture, qu'il avait garée sur Jetty Road, à Glenegg, et laissée ouverte comme à son habitude. Il faut dire qu'à cette époque, les vols de voitures étaient très peu probables, et nul ne se souciait de fermer les portes de son véhicule. Des tests au microscope permirent de certifier que le morceau de papier retrouvé sur le malheureux défunt provenait bien de ce volume, que l'on étudia bien sûr sous toutes ses coutures. Sur le verso du livre, on retrouva des inscriptions très bizarres, réalisées avec un crayon de papier, qui consistaient en 5 lignes de lettres en majuscules, avec la 2e ligne barrée comme s'il s'agissait d'une erreur. Dans la mesure où cette dernière était quasiment identique à la 4e ligne, on pourrait en déduire que la personne qui a écrit ces mystérieuses lignes se serait trompée, et donc que les lettres auraient bel et bien un sens caché. On était donc tout bonnement en face d'un véritable code secret, digne des espions de l'OSS ou du Troisième Reich. Et dans un contexte très tendu où l'on venait juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et que les prémices de la guerre froide se faisaient déjà sentir, on peut dire que cette nouvelle n'allait pas être reléguée à la page des faits divers. Des experts en décryptage furent aussitôt appelés à la rescousse, afin d'analyser et de percer la signification de ce mystérieux code. Mais toutes leurs tentatives furent malheureusement couronnées d'échecs. Le nombre de symboles était bien trop faible pour distinguer un schéma quelconque, et ces derniers pouvaient d'ailleurs tout aussi bien n'être que de simples suites de lettres, sans aucun sens concret. Les experts qui avaient pourtant réussi à faire des miracles durant la guerre contre les nazis, notamment en déchiffrant l'incroyable machine allemande Enigma, n'avaient pas pu décrypter ce code. On commença alors à rechercher d'autres pistes, qui pourraient éventuellement aider à déchiffrer ce code, mais aussi, et surtout, à identifier le cadavre de la plage de Somerton et les circonstances de sa mort. Au dos du livre de poésie, la police avait aussi trouvé un numéro de téléphone inscrit sur liste rouge et qui appartenait à une ancienne infirmière habitant à Mosley Street, Glenegg, à environ 400 mètres au nord de la plage de Somerton. On retrouva sans peine la trace de la jeune femme, et cette dernière déclara qu'elle possédait bien un exemplaire des Rubaiyat lorsqu'elle travaillait encore au Royal North Shore Hospital à Sydney durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le fameux recueil de poésie perse n'était néanmoins plus en sa possession, car elle l'avait donné en 1945 à un lieutenant de l'armée australienne dont elle était éprise et qui s'appelait Alfred Boxall. À la fin de la guerre, la jeune femme avait déménagé à Melbourne, où elle s'était mariée avec un autre homme et avait donc cessé tout contact avec le lieutenant Boxall. Mais elle ne pouvait absolument pas dire pour quelle raison on avait retrouvé le corps de l'inconnu si près de son domicile. On lui fit voir alors un moulage en plâtre du buste du pauvre homme décédé. Mais à sa vue, la jeune femme faillit s'évanouir, ce qui ne passa pas inaperçu chez les enquêteurs et les officiers de police présents au moment des faits. Mais malgré tout, l'ancienne infirmière se cramponna à sa version des faits, et bien que la police avait de sérieux doutes là-dessus,
elle était dans l'incapacité de prouver quoi que ce soit. Néanmoins, les enquêteurs se sont dit qu'il y avait de fortes chances que le scénario non identifié de la plage de Somerton fut celui d'Alfred Boxall. Selon le scénario qu'ils avaient imaginé, le lieutenant australien avait entretenu une liaison avec l'infirmière et était devenu son amant secret lorsque celle-ci se maria avec quelqu'un d'autre. Selon cette thèse, il s'agissait donc sûrement d'une sordide histoire de mœurs et de crimes passionnels, comme on en voyait de plus en plus depuis la fin de la guerre et le retour des soldats partis au front. Beaucoup de maris trompés par leurs épouses se transformaient parfois en effet en de véritables assassins, prêts à faire couler le sang des amants de leurs femmes. Mais justement, dans cette affaire, il n'y avait nulle trace de sang, et encore moins de traces de violence quelconque sur le corps de la victime. La police ne s'embêta pourtant pas à fouiller davantage dans cette affaire et conclut que le cadavre non identifié était donc celui du lieutenant. Mais en vérité, le lieutenant Alfred Boxall n'était pas mort, et il finit par se présenter à la police, en possession de l'édition des Rubaiyat qui lui avait été offerte par l'infirmière, ce qui ramena l'affaire à son point de départ. Le mystère de l'homme mort de Somerton ne faisait donc que s'épaissir encore plus, car il n'y avait aucune preuve que ce soit un meurtre. Pire encore, personne n'avait même réussi à identifier le corps de la victime, et encore moins les circonstances exactes de sa mort. Quant au code secret inscrit sur le livre des Rubaiyat, il est resté indéchiffrable jusqu'à aujourd'hui, et il n'a jamais pu livrer son secret. Des tentatives de casser ce code ont pourtant été tentées d'innombrables fois, avec parfois le concours des meilleurs mathématiciens et spécialistes en cryptologie moderne. Mais elles ont toujours été bredouilles. Même l'armée et les services de renseignement américains n'ont pas pu déchiffrer ces 5 mystérieuses lignes de lettres qui voulaient forcément dire quelque chose. Cette affaire est donc restée totalement opaque et ces nombreuses énigmes n'ont jamais pu être élucidées. À ce jour, personne ne peut en effet avancer avec exactitude l'identité de l'homme de la plage de Somerton, ni d'ailleurs la cause exacte de sa mort. L'affaire est donc toujours considérée comme ouverte au sein du département des homicides de la police d'Australie du Sud, bien que plus de 73 ans se soient écoulés depuis cette fatidique journée du 1er décembre 1948, où l'on avait découvert le corps du malheureux étendu sur le sable. Aujourd'hui encore, beaucoup de détectives amateurs s'amusent à essayer de recoller les innombrables pièces de ce puzzle criminel, afin de résoudre cette affaire insoluble. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a autant de théories qu'il n'y a d'enquêteurs. Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? Auriez-vous pu la résoudre si vous en aviez eu l'occasion ?